Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter le cours du thorax. Le thorax est une armature osséo-cartilagineuse qui contient les éléments du médiastin comme le cœur et les gros vaisseaux. Il présente deux orifices, l'orifice supérieur et l'orifice inférieur. L'orifice supérieur est plus étroit que l'inférieur et il va lier la partie antérieure du cou avec le thorax. Pour l'orifice inférieur, il est fermé par le muscle diaphragme qui s'interpose entre la cavité thoracique et la cavité abdominale qui comporte les viscères. La cavité thoracique est divisée en trois parties, deux parties pleurales qui comportent les deux poumons et le médiastin qui comporte le cœur avec les gros vaisseaux. Quels sont les constituants du thorax? Le thorax est constitué du squelette osseux, des articulations et des muscles. On va commencer par le squelette osseux. Il comporte le sternum en avant, la colonne vertébrale en arrière et les côtes latéralement. Le sternum est un os plat sous-cutané. Impair veut dire qu'il y a un seul. Symétrique veut dire que la partie gauche est analogue à celle droite. Il comporte trois parties, le manubrium, le corps du sternum et l'appendice xiphoïde. Avec deux extrémités, une supérieure et l'autre inférieure, deux faces, une antérieure, l'autre latérale, et deux bords latéraux. Chacun des deux bords latéraux comporte des facettes articulaires, dont la plus supérieure de ces facettes articulaires est destinée pour s'articuler avec la clavicule, et les autres facettes articulaires sont dessinées pour s'articuler avec les 7 premières côtes. La colonne vertébrale comporte 7 vertèbres cervicales, 12 dorsales ou thoraciques, 5 lombaires et 5 sacrées, c'est relatif à l'os sacrum, et de 3 à 5 coccygènes. Ce qui nous intéresse dans la colonne vertébrale est ça, veut dire les vertèbres thoraciques ou dorsales. On va présenter l'anatomie d'une vertèbre. Donc, c'est une vertèbre thoracique, on va l'isoler. Elle présente un corps vertébral cylindrique qui présente en latéral deux facettes articulaires, une supérieure, l'autre est inférieure, dont chacune des deux facettes constitue la moitié de la face articulaire totale que chaque côte s'articule avec. En arrière, il y a les deux pédicules vertébrales. Et le foramen vertébral qui comporte la moelle spinale, avec les deux processus transverses qui présentent les facettes articulaires costales. Voilà le foramen qui comporte la moelle spinale et les deux processus transverses qui s'articulent avec les côtes. On va bien expliquer les articulations des côtes. Donc, par exemple, c'est la 9e côte. La 9e côte s'articule avec la facette articulaire de la 9e, de la facette articulaire supérieure de la 9e vertèbre, de la facette articulaire du processus transverse de la 9e vertèbre et de la facette articulaire inférieure de la 8e vertèbre. Veut dire que chaque côte s'articule avec
la facette articulaire du processus transverse de la vertèbre correspondante, de la facette articulaire supérieure de la vertèbre correspondante, de la facette articulaire inférieure de la vertèbre au-dessus. Il y a en arrière le processus épineux qui est lié aux deux processus transverses par l'intermédiaire des lames vertébrales. En haut, les processus articulaires supérieurs. En bas, les processus articulaires inférieurs. Donc, les processus articulaires supérieurs s'articulent avec les processus articulaires inférieurs de la vertèbre qui est située au-dessus. Voilà, le processus articulaire supérieur s'articule avec le processus articulaire inférieur de la vertèbre qui est située juste au-dessus. Et le schéma qui présente les mêmes éléments qu'on a parlé d'eux. Il y a le corps vertébral, le foramen ou bien le trou vertébral, les deux pédicules, les deux processus transverses, un seul processus épineux et deux lames vertébrales, dont chacune des deux lames va lier un processus transverse à le processus épineux. Des particularités concernant les vertèbres. Bon, pour la vertèbre numéro 1, la vertèbre thoracique numéro 1. Elle présente une facette articulaire supérieure entière et complète. Veut dire que la première côte costale ne va pas s'articuler avec la facette articulaire supérieure de la première vertèbre thoracique et de la facette articulaire inférieure de la vertèbre cervicale numéro 7 parce qu'il n'y a pas une facette articulaire à ce niveau-là. Donc elle va entièrement s'articuler avec cette facette articulaire supérieure complète de la première vertèbre cervicale. Et il y a également des particularités pour les vertèbres numéro 10, 11 et 12. Pour les vertèbres numéro 10, 11 et 12, elles présentent une seule facette articulaire latérale dans chaque côté. Voilà. Et pour la 11e et la 12e, dans leur processus transverse précisément, il n'y a pas de facettes articulaires qui vont s'articuler avec les côtes. Voilà, il n'y a pas une articulation entre le processus transverse et la côte. Maintenant, quelles sont les déformations de la colonne vertébrale? Il y a la lordose et la kyphose et la scoliose. Pour la lordose, c'est une hyperconcavité postérieure au niveau lombaire ou bien cervical. Que veut dire une hyperconcavité postérieure concernant la lordose? Ça veut dire c'est une exagération de la concavité postérieure par rapport au normal. Et ça sera au niveau lombaire ou bien au niveau cervical. Et pour la kyphose, on peut dire que c'est l'inverse, c'est une hyperconvexité postérieure au niveau dorsal ou thoracique. Et dernièrement, la scoliose, c'est une déviation de la colonne vertébrale. Les côtes sont des os pairs. Il y a deux côtes, une gauche et l'autre droite. Chaque os est asymétrique dans son ensemble. Veut dire que cette moitié n'est pas semblable à cette moitié dans une seule côte. Ils se sont arqués sous forme d'un arc dont la concavité est intérieure et la convexité est extérieure. Il y a augmentation de la longueur des côtes jusqu'à C7, la plus longue côte, et puis une diminution. Et dans une seule côte, il y aura une augmentation de la largeur d'arrière en avant, veut dire que le segment postérieur est plus fin que le segment antérieur, ou bien le segment antérieur est plus large qu'au segment postérieur. Il y a des vraies côtes, les 7 premières côtes, des fausses côtes, la 8e, la 9e et la 10e, et des côtes flottantes, la 11e et la 12e. Maintenant, que veut dire vraie ou fausse ou flottante? Pour les vraies côtes, ce sont des côtes qui s'articulent au sternum par leur propre cartilage. Et pour les fausses côtes,
la 8e et la 9e et la 10e, ce sont des côtes qui sont attachées à la 7e côte par l'intermédiaire d'un tissu cartilagineux. Donc, elles sont quand même en contact avec le sternum, même si d'une façon indirecte, par l'intermédiaire du cartilage de la 7e côte. Et pour les côtes flottantes, la 11e et la 12e, elles n'ont aucune liaison avec le sternum, ni d'une façon directe, ni d'une façon indirecte. Donc, la côte présente un corps avec une face supérieure, une autre inférieure, une gouttière dans le bord inférieur, un cartilage articulaire en avant et en arrière il y a la tuberosité costale qui s'articule avec la face articulaire du processus transverse des vertèbres, le col et la tête qui s'articulent avec les faces articulaires latérales des vertèbres. Quelles sont les particularités des côtes? La première est la plus courte. Elle est aplatie. Voilà, elle est aplatie. Et elle ne présente pas une gouttière dans le bord inférieur. Il n'y a aucune gouttière dans le bord inférieur. Pour la 11e et la 12e, on a mentionné dans la 11e et la 12e vertèbre et non pas côte qu'elles ne comportent pas des facettes articulaires dans leur processus transverse qui s'articulent normalement avec les tuberosités des côtes. Et par la logique, il n'y aura pas de tuberosité sur les côtes, la 11e et la 12e. Les articulations. Il y a des articulations intervertébrales entre les vertèbres qui s'établissent entre les vertèbres par l'intermédiaire des cartilages ou bien des disques cartilagineux, par l'intermédiaire des processus articulaires supérieurs et inférieurs, par l'intermédiaire des ligaments vertébraux comme antérieur et postérieur. Antérieur et postérieur par rapport à quoi? Par rapport au corps vertébral de la vertèbre. Il y a des articulations costo-vertébrales, j'ai bien expliqué ça, qui s'établissent entre les côtes et les vertèbres. La tête des côtes s'articule avec les facettes articulaires latérales des corps vertébrales. Et pour la tuberosité costale, elle s'articule avec la facette articulaire du processus transversal des vertèbres. Pour les articulations costo-chondrales, ça sera entre les côtes et le cartilage. Ici, entre la côte et le cartilage. Et pour les articulations interchondrales, ça sera entre une pièce cartilagineuse et une autre. Par exemple, ici, dans le cartilage de la 8e, de la 9e, de la 10e côte et le cartilage de la 7e côte. Il y a des articulations chondrosternales entre le cartilage et le sternum, ici. Dernièrement, il y a les muscles. Ils sont nombreux et vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça, juste avoir une idée. Donc voilà le muscle grand pectoral. Le muscle petit pectoral. Les muscles intercostal externes, intercostal interne, serratus antérieur, serratus postérieur, c'est comme un éventail, le sternalis en latéral par rapport au sternum et sous-clavière juste au-dessous de la clavicule, et le diaphragme, le muscle respiratoire le plus intéressant que je vais présenter dans la prochaine vidéo.
Merci, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un petit like et subscribe et à la prochaine.